Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes les premiers, Bonjour. bravo. Ça se connecte progressivement. Et comme on est très attaché à démarrer à l'heure, on va commencer maintenant. Donc, on a le plaisir de vous accueillir pour ce baromètre Brand Engagement, 9e édition. Euh, Derrière, on est trois personnes aujourd'hui, comme l'an dernier, pour partager avec vous les résultats. Claude Emmanuel. Bonjour, enchantée. Donc, chaque année, on va vous présenter donc les résultats de cette nouvelle vague Brand Engagement, français marque et engagement. Peut-être rappeler en un mot Calicanti. Ah oui, qu'elle est entendue, on est en institut d'études assez généraliste, qui a la particularité effectivement de mixer les méthodologies quantitatives et qualitatives. Voilà, on a une trentaine d'années. Je suis directrice auprès de Daniel Beau. Voilà. Voilà, on a aussi notre fer de lance data et chiffres. Pierre. Bonjour à toutes et tous. Enchanté. Et Pierre, tu peux peut-être aussi, je sais qui a rappelé un peu Oui, alors effectivement, pardon. ton Donc, action particulière. non, donc je m'occupe de l'équipe Data Science. On a deux activités principales. Donc apporter la composante quantitative et Data Science au service de la résolution des problématiques de nos clients. Et également travailler sur la transformation interne du cabinet, sur les sujets data et puis bien sûr intelligence artificielle. Super. Et donc moi, Antoine Mailly, je suis directeur associé chez Kea dans la partie TIPT, donc qui est plutôt prospective et innovation stratégique. Donc comment derrière tous les relais de croissance et faire basculer les organisations pour y arriver. Donc ce baromètre, on le disait, c'est sa 9e édition. Ça a démarré en 2016. À la base, c'était un projet initié par des associés de Kea, Wissam Thaler, Sophie Combe, puis Philippe Christo, et on a été très rapidement rejoint par Calicanti avec Claude Emmanuel et Daniel Beau, que je salue. Et l'idée, c'est pourquoi on avait démarré ce baromètre, parce qu'au début, c'était la loi Pacte, mais ça commençait un peu à réfléchir. Est-ce que l'entreprise a des obligations extra-financières? Est-ce qu'on est en simple matérialité, double matérialité? Est-ce que l'entreprise doit faire plus que seulement servir l'actionnaire dans le sens traditionnel américain, Milton Friedman? Et alors, il y en avait des convictions, mais en fait, si on voulait être sérieux sur le sujet, il fallait des datas, et on ne trouvait pas d'études sur le sujet. Donc, faute d'en trouver, on s'est dit, dans ce cas-là, on va nous la créer. Comme ça, derrière, ça permettra d'éclairer un peu le propos sur est-ce que les Français attendent que les entreprises s'engagent? Si oui, sur quoi? Et sur ces sujets-là, est-ce que derrière c'est de nature à créer de la valeur? Est-ce qu'elles sont du pricing power ou pas? Donc voilà, et c'est ce qu'on a lancé sur la durée. Donc on va vous présenter ça. Juste avant de démarrer, on aime bien toujours un peu mettre une petite touche philosophique, parce qu'en ce moment, le fond de l'air est frais quand même sur le sujet des valeurs, surtout aux États-Unis. Mais voilà, ça détricote un petit peu aussi au niveau européen. Les obligations CSRD ont été mises au ralenti, etc. Donc voilà, c'est plus frais, c'est pas facile, mais en même temps, voilà, comme dit Sénèque, c'est pas parce qu'il y a des orages qui passent, ce qui est important, c'est comment on apprend à danser sous la pluie. C'est pas pour ça qu'il faut relâcher l'effort, surtout qu'en plus, on pense que justement, si certains viennent en retrait, c'est l'occasion que notre action ait d'autant plus de relief et d'aspérité, mais on va en parler avec des exemples concrets. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de quelques tendances qui sont en toile de fond de la réflexion. Puis après, on va vraiment aller dans les chiffres. On aura aussi une invitée d'honneur qui viendra un peu apporter son témoignage. On parlera des marques parce que c'est une des spécificités de cette étude, c'est qu'à chaque fois on essaie de combiner des données statistiques très quanti, très rationnelles, très sérieuses, avec beaucoup d'exemples de l'ère du temps pour montrer derrière les chiffres comment ça s'articule dans la réalité et comment ça réagit. On parlera aussi un peu de marque employeur parce que derrière il y a des exemples qui montrent que plus ça va, plus la marque commerciale et la marque employeur commence à fusionner. On parlera aussi d'origine. On a ajouté cette année des questions sur le côté origine du projet. Est-ce qu'il y a des valeurs spécifiques en France, en Europe, etc., qui sont plébiscitées ou pas par les clients et qui seraient de nature à créer un avantage concurrentiel? Et on termine sur une prise de recul avec quelques conseils qui nous paraissent essentiels si vous voulez pousser ce que les Américains appellent du boycott, non pas du boycott, c'est l'inverse du boycott, c'est le boycott, c'est voilà, on achète et on soutient.
Alors après, sur l'étude, peut-être Claude Emmanuel, sur Alors, l'échantillon. on est sur une méthodologie tout à fait stable depuis presque maintenant 9 ans. C'est une étude qui est menée auprès de 1500 Français représentatifs de la population, 18 ans et plus. Le terrain s'est déroulé entre le 21 et le 26 mars 2025. Là aussi, on a le parti pris d'être tout à fait stable et de conserver un recueil au printemps. Voilà. On a une trentaine de nouvelles tendances qui ont été explorées et une quarantaine de marques. Super. Alors pour la toile de fond, c'est sûr qu'on utilisait le fond de l'air et frais. D'abord parce que il y a beaucoup de gens beaucoup d'acteurs qui ont communiqué sur qui faisaient plein de choses très belles, mais que c'était pas toujours le cas. Il y a une étude qui était assez glaciale. C'est un professeur de Yale et un professeur de Columbia qui sont allés regarder. Les entreprises qui avaient signé, parce aux États-Unis en 2023, la Business Roundtable, c'était une sorte de cadre où les entreprises disaient s'engager pour aller plus loin que leurs obligations financières classiques sur l'environnement, sur le sociétal, etc. Ils ont regardé 2 ans après, les 180 entreprises qui avaient signé cette charte, elles étaient moins disantes que les sociétés comparables de leur secteur sur ces mêmes sur ces mêmes sujets sur lesquels ils avaient dit s'annoncer. Donc, à un moment, ça manque un peu de constance et de concrétisation parfois chez les acteurs. Donc évidemment, ça ne crée pas la confiance. Ça ne crée pas la confiance non plus, c'est que le greenwashing, ça marche, hein. Ça, c'est une étude du BTI qui montrait que les entreprises qui donnent des campagnes de greenwashing, type une société pétrolière qui va faire une grosse campagne pour dire que ses bureaux sont super éco-friendly, mais sauf que c'est pas le sujet, c'est le bureau, c'est le sujet, c'est son extraction, son exploitation, etc. Derrière, en fait, ça influence positivement les consommateurs, donc c'est un peu triste. Bon, à l'inverse, si les consommateurs sont bien éduqués, pour le coup, ça crée un effet de rejet pour la marque, donc c'est à manier avec précaution, mais bon, il y a quand même un effet greenwashing qui marche. Et puis enfin, troisième frein, c'est que derrière, si on regarde la collecte sur les fonds ESG, voilà, après une très forte croissance, voilà, on est sur une première année de repli. C'est moins 30 milliards au global, c'est moins 60 milliards aux États-Unis. En Europe, on est à peu près stable, mais stable, alors que les années d'avant, on était en croissance. Il y a des activistes qui commencent à venir monter au board pour dire non, mais arrêtez votre délire. Voilà, BlackRock, hyper puissant, qui avait signé, qui était membre signataire de la Zero Net initiative, donc voilà, pour la neutralité carbone au maximum dans ses projets, s'est retiré, etc. Donc voilà, il y a quand même une toile de fond financière où, par rapport à il y a 2-3 ans, les entreprises vont moins. Après, on va voir tout à l'heure dans les chiffres. Est-ce que c'est pareil pour les consommateurs? Là, vous aurez des réponses précises. Il y a aussi une toile de fond qui, parfois, est un peu critique envers l'entreprise, hein. Jacques Attali avait fait beaucoup parler de lui dans une interview sur BFM, disant que les 3 quarts des entrepreneurs étaient des empoisonneurs, etc. Donc, ça avait évidemment fait réagir beaucoup de chefs d'entreprise français qui se reconnaissaient pas tout à fait dans cette définition. Mais bon, voilà, ça crée une petite musique de fond qui dit que l'entreprise n'est pas au rendez-vous. Alors que pourtant, quand les entreprises agissent, voilà, quand on donne des repères, ça marche, hein. Si vous prenez le Nutri-Score, quand il y a des petits carrés rouges autour de la donnée, c'est que parfois on a pris des chiffres qui venaient pas de l'étude. On arrive bientôt sur les chiffres de l'étude. Voilà, le Nutri-Score, oui, il y a la moitié des Français qui disent avoir confiance. L'Eco-Score, ils ont encore un peu de chemin à faire. Il y a déjà presque 40%. Donc on donne des repères, des jalons, ça fonctionne, mais on n'en a pas toujours assez, ou on les comprend pas bien, on ne sait plus bien ce que ça veut dire le bio, etc. Donc, voilà, encore faut-il que derrière ce soit bien référent. Mais pour autant, ça n'empêche pas les entreprises d'être très assertives sur ce qu'elles font. Voilà, dans Stratégie, il y a 15 jours, il y avait la patronne de L'Oréal France qui dit, voilà, on doit être des acteurs de la transformation sociétale. Donc, voilà, il y a des prises de parole qui sont très fortes. Et après, l'intérêt de l'étude aujourd'hui, c'est de mesurer jusqu'où ça va et surtout jusqu'où c'est perçu et valorisé. J'ai quasiment fini l'introduction. Voilà, quand on dit que on s'en sert parce que ça devient de plus en plus un argument de différenciation. Voilà, si on prend les mousquetaires et Intermarché, c'est Thierry Cotillard qui dit, OK, maintenant, il faut soutenir les agriculteurs, on va les aider dans les négos, parce que derrière, on va obliger les industriels alimentaires à d'abord négocier le prix du lait avec eux avant de venir nous voir, on va plus mettre des fraises dans la mauvaise saison, etc., etc. Donc voilà, et leurs concurrents font pareil. Leclerc, Système U, etc., Carrefour, Food, tout le monde y va.
de son couplet pour dire non seulement évidemment on vous apporte les prix les moins chers, mais aussi ce qu'on fait, c'est bon pour la société. Donc dans quelle mesure ils en sont crédités? Réponse dans quelques minutes. Donc les 40 entreprises qu'on a sélectionnées. Donc voilà, on a 40 marques qu'on a réparties en 8 secteurs, donc de l'industrie énergie, autour de la mobilité, de la mode et des loisirs, de l'alimentation, on a santé beauté, médias et réseaux, banque assurance, e-commerce et consommation. Donc de manière à ce que les répondants ne soient pas dans une logique un peu trop itérative, en fait, on leur présente uniquement les marques qu'ils ont déclaré connaître sur 3 secteurs d'activité en aléatoire. Voilà, ça permet d'avoir un recueil beaucoup plus robuste que de les mettre dans des tunnels de questions, d'autant plus que nous les interrogeons sur 5 ou 6 questions pour chacune des marques. Donc, généralement, on garde une partie des marques assez stable d'une vague à l'autre. En gros, on en changeait un tiers. Cette année, on a décidé de beaucoup plus renouveler le panier de marques testées parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une certaine stabilité d'une année sur l'autre et donc ça nous permettait d'avoir plus de profondeur et de pouvoir mener dans un deuxième temps, donc c'est un travail qui est en cours actuellement, une analyse plus longitudinale sur l'ensemble des marques qui ont été testées ces 9 dernières années. Voilà, et pour démarrer, pour ouvrir le banc, on a je le disais tout à l'heure, une invitée d'honneur. On a la chance d'avoir Karine de Boisson, parce que dans le top 3, on va vous montrer tout à l'heure, on ne vous révèle pas encore tous les acteurs, mais on peut au moins vous dire quel est le top 3. Le top 3, c'est numéro 1, les Restos du Cœur, donc c'est pas une entreprise dans le sens classique, mais qui nous permet d'étalonner c'est quoi une très très bonne perception d'un acteur, puisque évidemment la cause est belle et donc elle est assez naturellement soutenue. Et arrive juste derrière EDF en numéro 2 sur les 40 entreprises qu'on voyait. Et les 40 entreprises, vous avez vu, on est parmi les plus belles des entreprises qui touchent les consommateurs. Donc c'est une performance assez exceptionnelle. C'est juste devant Aromazone qui est numéro 3, mais on va revenir tout à l'heure sur le classement complet. Donc à tout seigneur, tout honneur, on voulait demander à EDF quelles étaient les clés du succès pour arriver sur une entreprise qui pourrait être perçue comme un peu patrimoniale, un peu sage, un peu historique, etc., à recréer du momentum. Quand je dis du momentum, c'est par exemple le Grand Prix Stratégie encore cette année qui a été donné à l'innovation média pour EDF à l'occasion des JO, mais c'est beaucoup plus que ça auprès des jeunes, auprès de la diversité, auprès du sport. Donc Karine, est-ce que vous pouvez nous donner un peu pour ceux qui nous écoutent et qui verront le replay, les recettes de comment derrière on arrive non seulement à bien faire, mais en plus derrière à faire comprendre qu'on fait bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors déjà, je vais rendre hommage aux équipes de la communication chez moi, puisque donc moi, je m'occupe de l'impact. Donc l'impact, c'est chez EDF un peu particulier. C'est à la fois la RSE, mais aussi parce qu'on fait partie de la même équipe que la direction financière. Je suis en charge des assurances et des relations investisseurs. Donc vous voyez, c'est un périmètre très large et très spécifique à EDF. Donc je rends hommage à mes équipes de la communication et c'est peut-être aussi le succès de ce qui s'est passé, c'est que du fait de notre histoire, évidemment, avec le nucléaire, qui est quand même une énergie, évidemment, très particulière et très spécifique aussi à la France, hein, vu le nombre de centrales que nous avons, on a eu une direction des études qui s'est mise en place très tôt dans l'entreprise, donc qui fait partie de la direction de la communication. Et donc, on suit depuis, j'allais dire presque 1946, l'opinion et l'image évidemment du groupe. Et donc vous l'avez dit, et c'est vrai, je pense qu'il y a eu un moment où la perception était sûrement peut-être un peu plus éloignée de la jeunesse en particulier, et donc ça a été un de nos programmes, hein, vraiment de communication et d'engagement, d'aller retrouver la jeunesse, puisque finalement EDF c'était peut-être un peu l'entreprise de leurs parents. Et on sait que les jeunes sont très divers, hein, par ailleurs, et donc ça a été un moment important pour nous. Et on l'a fait aussi particulièrement sur le changement climatique. Donc on a lancé une enquête qui s'appelle l'Obscope, qui couvre 30 pays, 24 000 personnes, pour comprendre les opinions sur le changement climatique. Et on s'est rendu compte dans ce cadre-là qu'il n'y avait pas la jeunesse pour le climat, comme peut-être on se l'est raconté aussi nous-mêmes en France en voyant un certain nombre d'écosystèmes, hein, autour du climat, et aussi les marches pour le climat
climat qui ont eu lieu, Greta, etc. Et en fait, le public est très, très divers autour du climat. Et donc, on a vraiment travaillé cette jeunesse et comment on pouvait la toucher. Et on s'est rendu compte qu'il y a des valeurs finalement très fortes et très communes à l'entreprise que sont l'inclusion et le sport. Et donc, l'environnement, bien sûr, fait partie des enjeux de cette jeunesse, mais pour beaucoup d'entre eux, soit elles n'ont pas les moyens de s'engager, et c'est plutôt leurs parents et leurs grands-parents finalement qui ont plus de moyens financiers pour, je sais pas, effectivement avoir de la mobilité durable, faire de la rénovation dans leurs bâtiments, etc. Donc, c'est pas forcément les moyens financiers qu'ils ont pour allouer. Ils sont peut-être plus sobres parce que justement, ils ont moins de moyens. Donc, il y a un certain nombre d'effets positifs, mais c'est pas forcément de leur vouloir, mais parce qu'ils ont malheureusement une précarité des jeunes qui est de plus en plus forte, en particulier la précarité étudiante, on l'a vu depuis Covid. Et donc, du coup, on a essayé de travailler voilà, sur cet enjeu de inclusion et sport. Et vous l'avez dit, les JO, je pense, ont été un peu le climax de ça, puisqu'on a lancé vraiment cette campagne autour de l'inclusion et le sport. Et ça a été vraiment un déclencheur, je pense, très fort de notre communication qui a fait aujourd'hui, quand on regarde nos enquêtes d'opinion, que les jeunes sont beaucoup plus engagés autour de la marque EDF. Et puis, je pense qu'il faut le reconnaître, même si on nous dit un peu le contraire dans les médias, c'est une jeunesse qui reste quand même positive sur le fait que l'environnement, une société respectueuse de l'environnement et de l'humain est quelque chose de souhaitable, même si bien sûr on a fin du monde, fin du mois, et on sait bien que les enjeux, comme je le disais, de précarité sont quand même assez forts. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut rester humble dans ce succès aujourd'hui, puisque la hausse des factures d'électricité, on a vécu quand même une hausse très forte entre 2022 et 2024, ça reste évidemment un risque et un enjeu pour une marque comme EDF aussi. Et donc on a beaucoup aussi travaillé sur ce sujet de la précarité énergétique. On a lancé notamment des trophées autour des associations qui nous aident à lutter contre la précarité énergétique. Et je pense que c'est vraiment cette alliance entre à la fois montrer bien sûr qu'on est une solution pour lutter contre le changement climatique, et la société attend et croit dans les entreprises, dans leur capacité à agir, même si vous l'avez dit, il y a peut-être des enjeux de greenwashing et de sincérité, mais je pense que les enquêtes montrent aussi que finalement, par rapport au gouvernement, peut-être que les entreprises sont plus crédibles dans leur capacité à agir, et donc on est bien sûr les solutions, mais en revanche, il faut aussi accompagner donc nos clients, et en particulier cette jeunesse, autour des enjeux de précarité, et donc c'est vraiment un enjeu RSE. Et donc, c'est aussi pour moi un levier très fort dans les actions que je mène à la direction Impact. Karine, on avait aussi une question. Vous avez parlé à la fois de l'environnemental et à la fois du sociétal par la diversité, l'inclusion, la précarité, etc. Vous diriez, si vous devez balancer vos efforts, est-ce que c'est plutôt c'est du moitié-moitié entre les actions qui sont plutôt sociétales et c'est plutôt environnemental, ou c'est surtout plutôt l'un ou plutôt l'autre? Enfin, comment se Alors, répartissent un peu le poids de oui, alors de vos partis pris et de vos choix? je dirais qu'en termes de mobilisation des équipes, on est quand même beaucoup plus sur la décarbonation, hein, donc dans les équipes à la fois RSE et dans les équipes employés EDF, c'est quand même la décarbonation du système électrique qui passe bien entendu par notre propre décarbonation qui est la majeure, hein. Je pense que c'est important de le rappeler à l'audience que EDF, c'est le plus grand producteur d'électricité au monde, sans émissions directes de CO2, donc c'est quand même une responsabilité et une fierté assez importante. En revanche, d'un point de vue de la communication et de l'engagement qu'on fait dans les territoires, c'est bien la partie sociétale qui est la plus importante, puisque, comme je le disais, la problématique à la fois des compétences, hein, on a 100 000 recrutements à faire sur les 10 prochaines années, donc ça fait aussi qu'on a un enjeu d'attractivité et aussi de formation, hein. Aujourd'hui, on monte des écoles, on monte une école de soudeurs, on monte des écoles des réseaux électriques, des formations qui sont taguées sur Parcoursup, parce qu'on a absolument besoin de recruter dans nos métiers qui sont très variés. Comme je le disais, c'est pas que des ingénieurs, on est dans des techniciens chauffagistes, on est et puis bien sûr de la diversité, hein, dans ces recrutements, à la fois hommes-femmes, et puis de tous les reconversions qu'on peut faire aussi, hein, on a récupéré par exemple au moment de la crise Covid des gens de l'aérospatiale, hein. Donc voilà, on est vraiment sur tous les domaines de recrutement, et donc dans les territoires, on travaille énormément sur ces aspects socio-sociétaux, c'est-à-dire à la fois les enjeux d'inclusion, de précarité, en vue aussi du recrutement qu'on doit faire, comme je le disais, 100 000 personnes sur les 10 prochaines années, c'est un challenge énorme.
En tout cas, ce qui est très impressionnant, c'est qu'à la question qu'on avait posée, quelles sont les entreprises qui contribuent à un monde meilleur, derrière, vous êtes arrivé donc numéro 2 à cette question, alors même que vous êtes sur le sujet du nucléaire qui est très polarisant, alors même que vous avez passé des hausses de tarifs très fortes dans les dernières années. Donc, Oui, c'est très impressionnant. Ça montre que derrière tout ça, voilà, il y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'on est sur un sujet qui pourrait être controversé que derrière, on peut rien faire et qu'on n'agit pas et que c'est pas tout ressenti à derrière. fait. Et peut-être nuance quand même sur le nucléaire, on est quand même dans un momentum très positif Bien sur sûr, les bien sûr. opinions. On a vu justement avec d'une certaine manière la crise et la guerre en Ukraine et la dépendance aux fossiles. On le voit avec la Russie et aujourd'hui avec les États-Unis, que on peut pas se passer en fait. On n'a pas le luxe de se passer d'une technologie existante qui délivre du bas carbone et que finalement c'est assez futile cette guerre entre nucléaire et renouvelable. Elle ne profite qu'aux fossiles. Et donc, je pense que cette dynamique a évolué dès l'instant, encore une fois, où on est une entreprise dans laquelle les consommateurs ont confiance. Et donc, vous l'avez dit aussi dans votre enquête, je pense que c'est important, cette notion de la confiance. Et EDF est une entreprise dans laquelle les consommateurs, les citoyens ont confiance. Ça fait bien sûr partie d'un écosystème important avec une autorité de sûreté qui est vue comme étant très exigeante vis-à-vis de nous. Mais voilà, je pense que ce socle de confiance nous permet aussi de sortir peut-être de plus en plus du clivage autour du nucléaire. D'accord. Et Karine, une dernière question, parce que je sais qu'après vous devez nous quitter, parce que vous avez fait l'amitié de nous rejoindre avant une autre réunion. C'est comment derrière on utilise, parce qu'on a vu la communication est importante pour aider à faire évoluer les mentalités. Vous en parliez à l'instant, la distinction par rapport renouvelable, nucléaire, qui n'est pas forcément pertinente, etc. Donc comment vous utilisez un momentum comme les JO pour vraiment faire une rupture de niveau dans les ressentis et dans les Alors, perceptions, et je pense que ça revient avec un les peu à actions qui sont derrière. Ouais, je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez sur le greenwashing qui fonctionne. Je pense que le risque du greenwashing, c'est la dissonance cognitive des salariés, en fait. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça aussi qui est une force d'EDF. Et c'est ce que ressentent, je pense aussi, les citoyens quand on voit les crises, le cyclone à Mayotte, les inondations, etc., la tempête Ciara en Bretagne. On voit bien en première ligne, au front, si je puis dire, on l'a vu dans le Covid aussi, nos salariés, d'ailleurs qui ne sont jamais inactifs, puisque même quand ils partent à la retraite, ils peuvent être appelés pour venir sur les situations d'urgence avec une mutualisation. À Mayotte, on a eu les gens de Corse, on a eu des gens de Bretagne qui sont partis. Donc cette mobilisation des salariés, c'est un socle évidemment très puissant pour nous de levier. C'est nos meilleurs ambassadeurs. En revanche, ils sont très exigeants avec nous et en particulier sur les enjeux RSE. On a un collectif interne qui s'appelle le Rhizome, un collectif écologique. Ils sont 1800 salariés et ils se positionnent comme un pourpouvoir et donc ils veulent faire avancer l'entreprise. En revanche, ils ne laissent rien passer sur ces enjeux de dissonance autour des engagements écologiques et sociaux et sociétaux. L'autre partie aussi de l'entreprise, c'est les organisations syndicales et là aussi, c'est un levier important. On a signé par exemple notre accord mondial RSE avec 20 organisations syndicales au monde à l'unanimité et donc ça aussi, c'est un levier puissant d'engagement à la fois en interne et en externe. Et donc les JO, le levier qu'on a eu, on a eu deux effets. Le premier, c'est l'innovation et le design, puisque vous le voyez derrière moi, cette vasque, c'est EDF qui l'a designé et la fierté d'avoir fait une flamme non fossile pour la première fois, puisque c'est de l'eau et des LED. Donc c'est ça, cet effet flamme de cette vasque. Et ça, c'est nos équipes de design dans la direction de l'innovation qui l'ont fait. Et donc dans le plus grand secret, tous les salariés l'ont découvert le soir de la cérémonie d'ouverture. Et donc ça a été une immense fierté pour nous. Et là aussi, un levier vraiment d'engagement vis-à-vis de l'externe en termes de communication qui a été très, très, très puissant. Et puis l'autre levier, c'est qu'on a eu énormément de salariés volontaires, en fait, dans les Jeux Olympiques. Là aussi, une fierté très forte d'être engagé dans un enjeu finalement majeur du groupe avec toute la vitrine qu'on a eue qui a été la décarbonation, puisque c'était les enjeux de ces Jeux. C'était d'utiliser des infrastructures existantes au maximum pour des raisons évidemment de sobriété, mais aussi d'avoir des infrastructures décarbonées. Un exemple qui peut vous paraître anecdotique,
mais qui, moi, m'a surpris, c'est que la plupart des sites sportifs en France n'étaient pas connectés au réseau électrique, en fait. Ils avaient des diesels pour des raisons de droit de retransmission où on n'a qu'une peur, c'est l'interruption du réseau et perdre évidemment la diffusion en direct, alors qu'on a un réseau électrique qui est très, très, très performant en France. Et donc, on a connecté l'ensemble des événements sportifs au réseau. Et l'électricité étant à 95% décarbonée, bon, bah voilà, ça, c'était vraiment un élément, là aussi, à la fois de fierté et puis de vitrine pour le groupe de tout ce qu'on pouvait faire pour avoir un événement sportif aussi décarboné. Et puis, le dernier point, c'est l'inclusion. On a une team de sportifs EDF, 35 sportifs pardon, de l'équipe qui ont participé au JO, à la fois en para et pour les Jeux Olympiques. Et là aussi, un élément très important de fierté, puisque la plupart de ces grands sportifs sont des salariés EDF, et donc ils sont aussi dans l'entreprise, et on permet des carrières à des sportifs et à des para-athlètes. Et donc là aussi, on les utilise énormément pour parler d'inclusion et de compétences, de performance pour nous dépasser et être au rendez-vous des attentes de nos clients. Fantastique. En tout cas, immense merci d'être venu partager et puis surtout bravo parce que c'est tutoyer les Merci à Restos du vous. Cœur, c'est quand même vraiment très très fort. Et puis on souhaite que ça continue et puis que vous arriviez même au même niveau, prochaine étape. Et il faut toujours des haies un peu plus hautes. Exactement. Félicitations et merci. Au revoir, Karine. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Ok, donc on revient vers nos chiffres, vers les tendances. Claude Emmanuel. Donc, on a un rapport aux changements sociétaux qui se stabilise cette année avec une légère érosion des perspectives depuis 2021, puisqu'on voit les changements de la société un peu plus négativement en 2024-2025. Ce n'était le cas en 2020, où on était à peu près à la moitié de la population. Donc, voilà, on a quand même quelque chose qui est en train de glisser un petit peu vers le négatif, sachant que naturellement, les jeunes ont une vision beaucoup plus positive des changements de la société, puisque ils sont 59%, eux, à être positifs. Donc, dans une démarche qui est, dirais-je, inversée par rapport aux plus de 30 ans. Il se situe généralement, bon, les 2 tiers de la population se sent dans la société, se sentent bien dans leur époque, ni en avance, ni en retard. On est assez stable par rapport à l'année dernière également, avec 31% des jeunes de nouveau qui se sentent en avance par rapport à 17% de la société. Donc on voit que nos jeunes gardent le moral, voilà, gardent le bon cap. Donc, dans l'ensemble, on a des espoirs dans l'avenir toujours plus faibles, avec une jeunesse optimiste qui retrouve une conscience proche de celle de 2021. On pense que son avenir va stagner quand même à 43% et s'améliorer à 21% seulement en 2025, de manière assez stable à 2024. On a une forme d'attentisme face aux nouvelles technologies, puisqu'on en a quand même 29% qui se déclarent pas très tentés par les nouvelles technologies, avec là de nouveau une réelle différence en fonction des tranches d'âge, puisqu'il ne sont que 17% des 30 ans qui sont plus sceptiques par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à 35% des 50 ans et plus qu'on a un peu du mal à embarquer. Voilà, et on a envie d'essayer, on a quand même un cinquième environ d'early adopters, c'est-à-dire de personnes qui ont envie d'adopter les nouvelles technologies, et de nouveau 34%, près d'un tiers des jeunes, par rapport à environ un quart des 30-49 ans, et ça décroche vraiment à partir de 50 ans. Voilà. On a du mal à embarquer les générations plus matures dans ce grand tournant technologique que nous vivons actuellement, avec l'arrivée de l'IA en particulier.
Alors là, on a testé environ une trentaine d'aspirations comme les années précédentes. Donc, ça nous permet de suivre les nouvelles tendances. Alors, vous avez de gauche à droite le pourcentage de personnes qui déclarent aujourd'hui pratiquer ces nouvelles tendances, enfin, avoir ces nouvelles pratiques, et de bas en haut la dimension plus aspirationnelle, c'est-à-dire l'écart entre ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'ils aimeraient faire demain. Donc, on s'aperçoit que dans les tendances qui sont un peu en place et qui sont assez stables, où finalement on a atteint le potentiel d'utilisateurs et de pratiquants des nouvelles technologies, enfin des nouvelles tendances, euh, on va retrouver les produits bio et locaux qui sont stables par rapport à 2024 et qui n'ont pas, voilà, qui ont plutôt une dimension aspirationnelle en tendanciellement elle est stable puisqu'on est à moins 2 points, mais quand même tendanciellement un peu en rétrécissement, mais on le voit aujourd'hui sur les marchés, de la même manière que le respect de l'environnement euh, des produits respectueux, enfin acheter des produits plus respectueux de l'environnement et lui en baisse de 4 points par rapport à 2024. Donc on est quand même pour la première fois dans le baromètre avec des nouvelles tendances qui sont un peu baissières cette année. Parmi les choses qui sont en place, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup bougé, qui sont plutôt voilà, dans une tendance un petit peu plus positive, voilà, on va avoir le fait d'avoir des produits plus éthiques, des produits plus réparables. Voilà, on s'aperçoit quand même que la disposition et enfin, les positions ont un peu changé par rapport à ces nouvelles tendances. Parmi les choses qui sont les plus aspirationnelles aujourd'hui, on va avoir la consommation de produits en vrac, hein, avec plus 10 points entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a envie de faire demain. Les produits consignés aussi, hein, qui sont un nouveau champ qui est en train de se déployer. De la même manière qu'on va avoir le do-it-yourself, avec des nouvelles pratiques comme le troc. Et en stabilisation, on va avoir tout ce qui est location d'outils, de matériel. Et en émergence, c'est-à-dire voilà, une tendance qui a un petit peu du mal quand même à décoller, c'est la location de meubles électroménagers qui, elle, voilà, est encore peu préemptée par les consommateurs et n'a pas non plus une dimension aspirationnelle très forte. Voilà. Sachant qu'effectivement, la dimension do it yourself, troc, échange consommateur, cette année est plutôt un peu fragilisée en termes aspirationnels par rapport à 2024. Alors par rapport à ça, évidemment, on le voit un peu partout. Il y a sur voilà, on appelle le passage de l'économie de la propriété à l'économie de l'usage. Les États-Unis, c'est intéressant de regarder parce ils sont assez en avance là-dessus. Si vous allez sur le magazine Wire, ils vont vous dire oui, c'est super, il y a des jeunes qui maintenant sont des pros de la seconde main digitale, ils font 36 000 dollars par an, etc. Mais ça reste une minorité. Par contre, ce qui est sûr que ce qui n'est pas une minorité, c'est le nombre d'applications, de services qui phosphorent, qui existent sur des solutions où on n'est pas là pour acheter, mais pour louer. Donc, c'est dans la mode. Voilà, la principale aux États-Unis, elle a levé 400 millions de dollars. C'est devenu le numéro un mondial du pressing parce voilà, il nettoie 2000 Europes par heure tellement derrière il y a de demandes en face. Il y a des choses qui sont plus spécialisées. Vous voyez, la Baby Quip, c'est sur la partie location de matériel pour enfants, parce qu'effectivement, les enfants, si on n'en a pas décidé d'en avoir plusieurs, en général, ça coûte très cher tout ça. Donc pourquoi l'acheter alors qu'on sait que ça a une durée de vie très, très limitée? Quand on dit très ciblé, c'est par en bas, vous voyez, Udliz, là, c'est aux États-Unis. C'est pour les étudiants qui font des soirées sur les campus. Vous avez besoin d'une piscine gonflable, de l'appareil à mousse, etc. Voilà. Louez-le. Enfin, et donc, voilà. Ce sont des nouveaux usages, comme le disait Claude Emmanuel. Les États-Unis sont plus en avance. Donc, même s'il y a une érosion, on sent quand même voilà, que c'est probablement quand même appelé à se déployer puisqu'il y a une intention forte. Après, il y a les solutions en France aussi, hein. Les suivre cette année, Lucie Bache, la créatrice à succès de Too Good To Go, qui a lancé cette année Poppins, donc qui est pareil, une plateforme, vous avez besoin d'une guitare, d'une raquette de tennis, etc. Pourquoi l'acheter? Trouver quelqu'un qui va vous mettre à disposition la sienne, voilà, parce que si vous en avez besoin que pour un match ou une soirée, c'est mieux. Donc voilà, petit à petit, évidemment, plus il y a des solutions qui le permettent, plus l'usage peut trouver des raisons de s'installer parce que ça devient plus facile de le mettre en œuvre.
Alors, on a de nouveau un grand clivage générationnel entre les plus jeunes et les plus matures. Alors, on va avoir des jeunes qui vont vraiment être sur une politique avec un enthousiasme plus fort sur la sobriété d'achat. Donc, ils vont être davantage dans acheter de l'occasion plutôt que du neuf, hein. 36% des moins de 30 ans, 39% des 30-49 ans. Ils vont être également plus sur le fait de moins consommer. On consomme déjà trop. Ils vont être encore plus sur la fabrication de produits soi-même, donc le do-it-yourself de manière significative, le vrac plutôt que l'emballé, également de la location, hein, ils sont également beaucoup plus présents, même si c'est une tendance qui aujourd'hui représente 10-4% quand on parle France, hein, Paris n'étant pas la France, dans la location de moyens de transport et la location de meubles, alors que les plus âgés, au contraire, vont être significativement plus sur la production, sur l'achat de produits bio, de produits locaux, vont être plus sur l'achat de produits plus éthiques, équitables pour les producteurs et vont être davantage sur des produits consignés pour pouvoir les rapporter. Donc, on voit vraiment que il y a une espèce de tournant générationnel qui est en train de s'opérer et avec des jeunes qui arrivent avec une sobriété d'achat beaucoup plus importante et significativement plus importante que leurs aînés. Alors, on a une attente de contribution des... Oui. Chose, d'accord. Non, pas aujourd'hui en tout cas. Ok. Alors, on a une attente de la contribution des marques au bien commun qui est également significativement plus portée par les jeunes, qui est assez stable, hein. Depuis, dirais-je, depuis 2022, on a fait le plein. C'est-à-dire que quand on pose la question, attendez-vous qu'une marque, qu'elle contribue au bien commun à une société meilleure, on a presque 90% d'accords, hein, et de manière extrêmement nette et de manière extrêmement stable. C'est-à-dire que ça, c'est un fondamental qui s'est installé. Les marques doivent aujourd'hui contribuer au bien commun et cette tendance, dirais-je, a atteint un peu son plafond, hein. Et quand on regarde parmi les jeunes, par contre, effectivement, si on s'intéresse aux 12% de personnes qui considèrent que les marques n'ont pas à s'intéresser au bien commun et à une société meilleure, on s'aperçoit que parmi les jeunes, ils ne sont que 6%. Donc, si on considère cette tendance chez les jeunes, c'est la quasi-totalité. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Alors, évidemment, on a essayé de prendre des contre-exemples qui montrent que quand on peut donner l'impression de faillir sur nos engagements, derrière, il peut y avoir des répercussions. Le beau cas d'école, c'est Tesla, parce on a tous suivi depuis les aventures de Musk aux côtés de Trump, ce qui devait être une année formidable pour lui, s'est transformé en annus horribilis pour lui et pour Tesla. Quand on dit annus horribilis, nous on le voit dans Engagement, on va le voir tout à l'heure, mais c'est un décrochage complet, hein. Il y a 2 ans, on a dit, nous on étudie 40 marques, ils étaient, ils étaient dans le top 10, maintenant ils sont dans les derniers, proche, pas loin des 40. Aux États-Unis, quand on regarde, il y a un sondage Harris qui regarde les 100 sociétés les plus visibles. Quand on regarde les 3 sociétés d'Elon Musk, elles ont beaucoup baissé, et Tesla en particulier. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que, et si on regarde les ventes, c'est pareil, hein, le mois dernier en France, c'est moins 60% de ventes de véhicules Tesla par rapport à l'an dernier. Si on regarde en Allemagne, sur le dernier semestre, c'est aussi moins 55% de ventes de Tesla en Allemagne sur le dernier semestre, alors même que le marché des véhicules électriques, il a monté de 50%. Donc, en plus, il sous-performe très largement le marché. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre que qu'à un moment, il y a un problème de corporate reputation, ça vient atteindre la marque commerciale tout court. Et donc, on peut dire, et ça nous rappelle un principe dont on a déjà parlé sur les éditions précédentes, c'est que la confiance, elle met longtemps à s'installer, mais évidemment, elle peut se détruire très, très vite. Et là, on a un cas d'école assez terrible en marketing. Après, si on continue un peu sur le sociétal, il y a des acteurs qui continuent à pousser. Ben Jerry, sont dans leurs racines, hein. Ils ont toujours été pour lutter pour la promotion des diversités sexuelles, genre, etc. Aujourd'hui, ils sont très, très en pointe sur la logique du conflit israélo-palestinien, mais ce qui pose des questions avec leur maison mère, Unilever, puisque derrière, leurs campagnes se font recaler par leur actionnaire principal, et donc on en arrive à une filiale qui attaque sa maison mère, ce qui est quand même très, 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 très rare. Elle avait déjà attaqué sa maison mère il y a 2 ans parce qu'elle avait sélectionné un partenaire qui produisait en territoire occupé, etc. Donc voilà, il y en a qui sont très politisés dans leur approche.
Il y a autre qui est plus inattendu sur le côté politisation parfois du débat et des entreprises, parce qu'évidemment l'entreprise n'est pas censée normalement aller sur le territoire politique, c'est pas son affaire. Et en Allemagne, ce sont des marques qui ont quand même en général plus de retenue. Si on prend dans le Mittelstand, là, c'est très très grosses ETI allemandes type Miel pour l'électroménager, type Vorwerk avec Thermomix dans la cuisine, etc. Ils sont regroupés. Ils sont regroupés à une centaine d'entreprises du Mittelstand pour dire non, nous on veut pas de l'AfD, l'Alternative pour démocratie, l'extrême droite allemande qui a fait des très gros scores l'an dernier, qui est arrivé numéro 1 aux élections en Thuringe, etc. Donc non, ça c'est pas possible, c'est pas nous. On veut rappeler que derrière Made in Germany égale Made with Diversity. Donc on a des entreprises plutôt habituellement sobres qui sortent du bois pour dire sur des terrains inattendus politiques pour dire non, ça c'est pas nous, c'est pas le destin industriel qu'on veut porter. Alors évidemment, on a parlé de sociétal, on va parler aussi un peu d'environnemental, parce que les chiffres là-dessus ne sont pas très bons, Claude Emmanuel. Non, les chiffres sont pas très bons. La tendance est réellement baissière avec un recul global qu'on observe en 2025. Quand on pose la question de savoir si on accepte de payer un peu plus cher pour des marques qui vont proposer, par exemple, des produits made in France, on est environ à 53%, mais on est quand même de nouveau en baisse par rapport à 2024. La plus forte baisse observée, comme tu le disais si bien, Antoine, c'est vraiment cette dimension environnementale. Donc, accepter de payer plus cher pour des marques qui vont s'engager sur des modèles, des processus de production respectueux de l'environnement et de la nature. On a perdu 17 points depuis 2021, puisqu'on est passé de 48% de la population à 31% en 2025. On a également une forte baisse observée sur la dimension rétribution des producteurs et des productrices, où là, on est passé de 48% à 39%. Donc, on a une baisse de la générosité qui est liée au contexte économique. Finalement, le fait de payer un peu plus cher des marques qui s'engagent socialement tient mieux est une dimension qui est moins valorisée puisqu'elle ne concerne que 23% des répondants, mais elle est moins en baisse que les autres. Elle tient mieux. Voilà. Mais c'est un recul généralisé qui marque réellement voilà, une volonté. Bon, c'est une tendance aussi quand on regarde pour l'environnement qui est en baisse continue depuis 2021. Et donc, ce n'est pas non plus un phénomène qui est extrêmement récent, comme s'il y avait un espèce de rejet de la tendance, de désaffection, de retournement. Voilà. Par contre, Claude Emmanuel, moins 17 points en 5 ans, c'est une vraie rupture sociétale, parce que qu'il y ait une érosion, ça, voilà, selon les âges. Non, mais là, c'est continu et c'est chaque année, ça perd un peu plus, dirais-je. Donc voilà, c'est aussi intéressant pour les entreprises. Nous, notre conseil, évidemment, c'est pas d'arrêter l'action pour l'environnement, mais c'est aussi de se dire que tout miser sur le net zéro carbone, etc., c'est assez important, mais n'oubliez pas les aspects sociétaux, parce qu'on voit que ils baissent moins vite et puis il y en a quand même trois qui sont bien classés. Donc voilà, la frontière sociétale, elle est importante. Il y a plein de choses à faire sur l'inclusion des seniors, etc., etc. Donc à bien garder en tête au moment de peser, de choisir ses combats. Alors naturellement, cette tendance, elle est variable suivant le profil de la population. Les jeunes vont beaucoup plus valoriser ce que tu disais très bien, Antoine, l'engagement social, inclusion, handicap, emploi de manière significativement plus forte que les autres populations, tandis que les 65 ans et plus vont avoir plus de générosité pour la rétribution des producteurs et fabricants, ainsi que les retraités. Voilà. L'idée, c'est évidemment, selon vos publics par entreprise, de dire qu'il y a des causes qui résonnent plus fortement pour certains publics. Donc, c'est intéressant de les avoir en tête pour avoir le maximum de levier par rapport à vos actions. Alors, si on prend aussi quelques exemples sur l'environnemental, mais voilà, BIC qui a eu le prix Harris des meilleures campagnes grand public en GMS cette année, voilà, avec autour de leur BIC à 4 couleurs. Ils vont dire, non, c'est super, on a un BIC et on fait 6 km d'écriture. Donc, avant d'écrire 6 km, sous-entendu, c'est pour la vie. Donc, si vous en achetez un, vous n'en acheterez pas plus tard de toute votre vie. Donc, écrivez plus, achetez moins. Donc ça a été extrêmement plébiscité. Donc c'est un discours entre guillemets malin parce que
pas consumériste dans le sens classique du terme. C'est évidemment Carrefour qui avance beaucoup sur Act for Food. On en parlait tout à l'heure. Leur constat, il est simple, hein, sur les familles avec enfants, c'est moins 10% sur les 5 dernières années, alors que les familles monoparentales, c'est plus 12%. Or, ces familles monoparentales, c'est souvent des femmes et elles ont souvent du mal à joindre les deux bouts. Donc, c'est très compliqué de bien nourrir leurs enfants avec du bio, avec des fruits et légumes, etc. Donc, derrière, ils s'engagent avec Act for Food à être le moins cher sur le bio, surtout si on est encarté avec encore moins 10%, etc. Donc, c'est une série d'engagements pour dire, voilà, bon, on pense qu'il faut manger sain et derrière, on essaye de donner un coup de pouce pour ça. Autre exemple, plus pour les jeunes, MrBeast, le YouTuber le plus suivi au monde, qui lance sa marque de chocolat. Alors, comme il faut trouver un petit angle de différenciation au-delà de son nom, derrière, il va pousser sur le fair trade. Il est voilà, moi, mon chocolat, il est bien parce que derrière, en Côte d'Ivoire, au Ghana, on s'assure qu'il n'y ait pas de petits-enfants qui travaillent dans les exploitations, que tout soit fait correctement, que les producteurs soient bien rétribués, etc. Après, on peut dire, oui, bon, c'est anecdotique en rayon. C'est quand même, un an après, c'est quand même 220 millions de dollars de chiffre d'affaires, hein, ça, son affaire de barres chocolatées. Pour vous donner un ordre de grandeur, Michel et Augustin, après 10 ans, quand ils sont vendus à Danone, ils faisaient 10 fois moins, ils étaient plutôt plus proches de 20 millions. Donc voilà, donc ça reste quand même des très très gros cartons, même si on le voit un petit peu moins en France, parce que c'est un peu plus anglo-saxon. Plus proche de nous, évidemment, Heineken, qui va dire, OK, dans un monde où c'est compliqué, ben, nous, on va essayer de soutenir non plus l'agriculture durable, mais l'agriculture régénérative. Ça, c'est la frontière au-dessus. Donc, on a un programme. Ils ont commencé avec 200 agriculteurs. Ils visent à 1000 agriculteurs en 2030. C'est le premier programme en France par son importance pour créer de l'orge durable par des méthodes donc régénératives, c'est-à-dire avec des engrais naturels, bio, etc., pour que zéro pesticide, pour que derrière, évidemment, on puisse développer demain, boire sa bière sans attaquer l'environnement. Voilà, c'est le programme Brew a Better World, brasser un meilleur monde. C'est Google qui va dire, OK, on a compris le sujet, le souci sur l'intelligence artificielle qui est hyper gourmande en électricité parce que une requête d'IA, ça consomme 10 fois plus qu'une requête classique sur Google. Donc derrière, c'est notre responsabilité parce que voilà, ils sont pointés du doigt parce que les gaz à effet de serre émis par les data centers pour l'intelligence artificielle, ça représente déjà 3%, alors que c'est tout neuf des gaz à effet de serre dans le monde. Donc Google dit, OK, bah, attends, mais oui, mais nous, OK, on agit pour de l'énergie décarbonée. Donc on soutient voilà, Kairos, qui est une nouvelle techno. Ils sont en train de construire une centrale dans le Tennessee là, qui s'appelle Hermès, et avec une nouvelle techno sans eau. Ça fait 50 ans, ça fait un demi-siècle que ce n'était pas arrivé aux États-Unis. Donc voilà, c'est dire, voilà, nous, on agit aussi pour une activité qui soit propre. C'est Amazon qui va dire, OK, bah, c'est super. Demain, si vous avez plusieurs colis que vous avez commandés dans la semaine, vous avez l'option, si vous le souhaitez, de les grouper pour que ce soit livré le même jour plutôt qu'on ait 5 livraisons qui partent chez vous avec 5 fois une empreinte carbone. Ce qui est assez malin là, c'est que ça rend le consommateur agent de la transformation. Il lui donne les moyens de faire changer les choses par lui-même. Donc ça, c'est évidemment, ça responsabilise davantage. C'est une bonne initiative. Euh, et puis aussi des choses plus inattendues. Là, c'est en Turquie, une marque de jus de fruits qui est assez saine dans ses produits et qui en avait marre que derrière, personne ne regarde l'arrière de l'étiquette avec la composition produit. Donc, il y a des papiers que personne ne regarde. On va être plus radical. On enlève l'étiquette face avant. Donc, visuel, vous voyez comme ça derrière, ils seront obligés de tourner pour voir qui est-ce et ce qu'il fait. Donc, on pourrait dire que c'est du suicide commercial. Mais non, c'est plus 90% d'agrément, plus 15% de vente. Donc voilà, on peut changer un peu les codes de manière inattendue et avoir du succès. Et alors voilà, ça pourrait paraître très anecdotique, mais OK, qu'est-ce qui leur prend de parler de papier toilette, c'est vraiment du gadget. Ben, en fait, en creusant, on s'est rendu compte que le papier toilette, c'est 1 million d'arbres par heure qui sont coupés dans le monde pour faire du papier toilette et qu'un rouleau, c'est 130 litres d'eau, un seul rouleau, pas le paquet. Donc derrière, en fait, oui, c'est une arme de destruction massive environnementale, le papier toilette. Donc des entreprises, et bref, OK, on a identifié, ben, on va le faire uniquement avec du papier recyclé, peu d'eau, de l'énergie décarbonée, etc. Donc voilà, c'est de dire qu'à un moment, on peut sur plein de secteurs, même qui pourraient paraître
anti-sexy, comme le papier toilette, apporter de la différenciation. Alors évidemment, ils le font d'une manière sympa, en plus avec le marketing coloré, etc., pour dire, et c'est un peu plus cher, mais vous pouvez agir, et derrière, on crée des niches pour répondre à des attentes et faire mieux. Ou enfin, en gouvernance, voilà, cette société de cosméto, Face in the Nature, qui va dire, OK, bah, nous, maintenant, chaque décision, il y a une personne, une partie prenante qui va représenter la nature, qui vient à notre board, et qui, tout gros investissement va être passé aussi au crible de ce regard, pour qu'on ne fasse pas des décisions qui paraissent intéressantes économiquement, mais qui derrière soient pas durables dans leur effet. Donc voilà, autant d'exemples concrets qui matérialisent un peu les choses sur l'environnemental et sur le sociétal alors. Alors, d'une façon générale, on va rester extrêmement optimiste parce que c'est certain qu'on est dans un vague de baromètre qui est un peu avec des résultats tendanciellement tous un peu à la baisse, un peu comme s'il y avait eu une espèce de choc en 2025 avec une espèce de contraction générale de l'adhésion de nos répondants. Mais cela dit, l'aspirationnel est encore là puisqu'on mesure chacune des tendances entre ce qu'on fait aujourd'hui. On a vu que la tendance était résolument baissière, quelle que soit la dimension testée. Mais quand on pose demain l'aspirationnel, on s'aperçoit que tout spécifiquement en termes d'engagement social, OK, aujourd'hui, ils ne sont pas encore prêts à payer plus cher pour de l'engagement social à plus de 50%, etc. Mais cela dit, il y a quand même en termes aspirationnels une nette différence de presque 6 points de plus sur ce qu'on a envie de faire demain. Vient ensuite le respect de l'environnement. On a vu qu'il était en baisse résolue depuis 2021, mais demain, on a envie de pouvoir payer plus cher du respect des marques qui seraient plus respectueuses de l'environnement, de la même manière que la juste rétribution des producteurs. Finalement, c'est les produits Made in France qui semblent avoir atteint une espèce de plafond, puisqu'ils représentent environ 53% de la population, donc une majorité absolue qui sont prêts à payer plus cher aujourd'hui pour des marques Made in France, mais avec, dirais-je, un potentiel de recrutement qui est stable par rapport à l'aspirationnel entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on veut faire demain. Voilà, sachant qu'on en a quand même 77% qui sont prêts à valoriser au moins un engagement demain, VS 75% aujourd'hui, ou toute petite contraction. Donc merci pour cette touche d'optimisme. Oui, oui, tout à fait. L'aspirationnel est là et on peut supposer également que la crainte qu'on a vue pour son avenir au départ impacte naturellement cette question de la valorisation de la contribution des marques à une société meilleure. Bon, une touche d'espoir qui est bienvenue. Pour reprendre aussi quelques exemples concrets, on aimait bien l'exemple de Airbnb. Ils avaient passé une étude d'Harvard qui montrait que 16% des clients de location d'appartements étaient rejetés dès qu'ils avaient un nom de consonance afro-américaine. Donc ça crée évidemment un gros biais. Et donc ils ont dit, OK, bah ça c'est pas possible, c'est pas ce qu'on veut être. Donc ils ont dépensé beaucoup d'argent, par exemple, sur cette campagne. C'est la seule vidéo qu'on présente, mais qui vous donne un peu là, ce côté très américain. Voilà, donc ces campagnes We Accept, alors derrière le côté joli com que doit détester Donald Trump, il y a surtout une réalité, c'est qu'ils ont développé des algorithmes pour vérifier s'il y avait derrière des surtaux de refus, etc., pour ensuite contacter les propriétaires qui sembleraient ne pas jouer le jeu d'une manière, etc. Donc il y a une action entre guillemets pour l'inclusivité dans la location. Donc c'est de se dire voilà, nous on essaye de faire notre part sur des sujets qui concernent notre activité. Euh, Ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure, c'est quand on donne le pouvoir au consommateur, c'est pas seulement la marque qui fait, mais elle mobilise autour d'elle. Donc c'est ce que fait Yuka d'une manière assez maligne. Ils ont développé ce qu'ils appellent la call-out option qui permet sur des produits qui sont autorisés légalement, mais qui sont controversés sur les dommages qu'ils pourraient faire aux gens qui les consomment, de dire bah voilà, votez pour dire qu'il faut enlever ces produits. Donc en fait, il donne un outil pour fédérer autour du rejet de certains produits pour ensuite pouvoir agir en lobbying, etc. Parce que quand ça commence à se connaître que les produits sont très challengés, évidemment, c'est pas terrible commercialement de continuer à les garder sur ces étiquettes. Donc voilà, là, on donne la possibilité de fédérer autour de causes
meilleur pour la santé. Il y en a qui, parfois, ça vient aussi de contraintes légales, hein, Mustela, on a tous entendu parler des lingettes qui viennent boucher les canalisations, etc., etc. Il y a une loi qui est passée qui oblige en 2040 à arrêter tout ça. Bon, 2040, c'est pas tout de suite, mais Mustela dit, OK, bah, nous, on va arrêter tout de suite, puisque en 2027, il n'y en aura plus. Et c'est aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires en France, hein. 3% dans le monde, mais 20% en France. Donc, c'est quand même énorme, une société qui a dit, OK, j'ai compris que c'était pas bien, et je fais une croix sur 20% de mon chiffre 15 ans avant l'obligation légale. Donc ça, c'est aussi une autre manière d'agir en précédant la législation, ce qui est parfois aussi d'ailleurs assez malin. On l'a vu il n'y a pas longtemps dans le reuse, dans la restauration rapide, si vous allez chez McDonald's, chez Quick, chez KFC, et voilà, vous avez vu maintenant, il y a des gobelets, etc. Enfin, donc il y a du matériel recyclable. C'était une obligation de la loi AGEC. McDonald's s'est dit, OK, on va tirer les premiers et on va dire haut et fort, à tel point que beaucoup de consommateurs aujourd'hui sont convaincus que le marché a bougé suite à une initiative de McDo, sauf que c'était une pure obligation, mais comme McDo est meilleur en com que le gouvernement, il en a tiré le crédit. D'autres manières aussi, toujours de dire on agit de façon maligne. Là, c'est un exemple qu'on avait repéré sur Renault. C'est pour trouver un job, pour son premier job, souvent, bah, il faut avoir une voiture parce qu'il faut aller faire des visites commerciales, etc. Et il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens parce qu'ils viennent d'avoir leur PMI, d'acheter une voiture. Donc, Renault a dit, bah, qu'à cela ne tienne, ça ne doit pas vous empêcher d'avoir un job. Donc, si vous avez un contrat de travail, dites-le nous et on vous met une voiture gratuitement à disposition pendant un an, enfin jusqu'à la signature pardon, de votre contrat. Et si votre contrat est signé, derrière, on vous fait un prix sympathique en leasing. Donc en tout cas, voilà, c'est aussi, on aide à mettre le pied à l'étrier dans la vie professionnelle. C'est plutôt malin et surtout que derrière, évidemment, bah, si la marque nous a aidés, il y a des chances qu'on va y continuer avec. Ce qu'on trouvait malin aussi sociétalement, c'est voilà, les trois quarts des CV sont pas lus. Donc, de plus en plus, avec les algorithmes, les IA, etc., qui scannent les CV, il y a beaucoup de gens, leur CV n'est jamais lu. Donc, bah, Pizza Hut a dit, OK, bah, si votre CV n'arrive jamais chez personne, vous n'avez jamais de réponse, bah, nous, on va vous aider à être visible. Vous nous le donnez, on le met sur notre boîte de pizza. En plus, on enlèvera les fautes d'orthographe s'il y en a. Voilà, on vous apporte de la visibilité. Donc, voilà, c'est un petit coup de clin d'œil, coup de main à des jeunes pour les rendre plus visibles. Mais c'est pas que les jeunes, c'est les parents. Bah oui, si vous voulez être plus responsable, bah, on vous donne les moyens pour contrôler le temps de vos enfants sur Fortnite pour que ça ne prenne pas des proportions qui vous dépassent. Donc voilà, on peut cibler les jeunes, on peut cibler les plus âgés. Et un des derniers exemples aussi qu'on aimait bien, c'est la CNP Assurance. C'est parce que c'est à propos du cancer du sein. Donc voilà, il y a 60 000 femmes par an qui sont diagnostiquées. Il y en a 50 000 qui sont soignées. Le problème, c'est qu'une femme soignée d'un cancer du sein, elle n'a pas le droit d'avoir un contrat, un crédit immobilier avant 5 ans parce qu'on lui demande des telles primes d'assurance que c'est rédhibitoire. Donc, c'est la double peine. Non seulement elle a été malade, mais en plus, elle ne peut pas aller au bout d'un de ses projets. Bah, CNP dit non, c'est une injustice vis-à-vis de ces femmes. Bah, nous, derrière, si vous venez chez nous, une fois que derrière votre thérapie est positivement résolue, on vous fait crédit. Vous n'avez pas à attendre 5 ans aux mêmes conditions que les autres. Donc voilà, c'est ça montrer aussi qu'on agit sociétalement. Donc tout ça, c'est un faisceau d'indices qui fait que derrière, à l'arrivée, on peut être crédité, bien sûr, façon business de prêt immobilier, mais d'une manière qui est quand même un peu plus sympathique, un peu plus inclusive. Alors, le cœur de l'étude sur les marques et lesquelles performent, sous-performent, Claude Emmanuel. Alors, nous avons cinq indicateurs pour évaluer le ressenti des consommateurs par rapport aux marques. Donc, ça commence par naturellement la notoriété avec le niveau de clientèle. Ensuite, si la marque est connue, on va poser la question de l'engagement pour le bien commun. La communication perçue en termes de qualité. Donc, on a vu tout à l'heure avec EDF qu'il y avait un vrai enjeu non seulement de bien communiquer, d'avoir des thématiques pertinentes, mais également que sa communication soit crédible, hein. Donc, c'est vraiment cette notion de crédibilité de la communication que nous évaluons. Puis, nous évaluons la propension à payer plus la marque pour son engagement, donc la valorisation, et enfin son excellence métier. Et à partir de là, nous avons une logique un petit peu de Nutri-Score. Donc, nous calculons un indice qui est à la moyenne de manière à ranker les marques sur ces cinq dimensions.
Donc, donc on l'a vu tout à l'heure en début de présentation de manière tout à fait étonnante. Donc, on avait mis les Restos du Cœur pour challenger un petit peu toutes les marques, hein, en disant, bon, allez, on va essayer de trouver notre limite haute, hein. Donc, l'année dernière, les fois d'avant, c'était Aromazone, hein, qui était un petit peu notre limite haute, notre grand référent avec le plus grand score d'engagement. Qui reste très bien classé là. Et qui reste très bien classé. Aujourd'hui, cette année, on a mis les Restos du Cœur. Et de manière tout à fait étonnante, nous avons EDF qui s'est glissé en deuxième place avec un score très fort d'engagement, hein, puisqu'il est légèrement supérieur. Alors, naturellement, il est inférieur à celui des Restos du Cœur, hein, mais il est légèrement supérieur à celui d'Aromazone, avec une belle crédibilité de communication. Alors, la proportion à payer plus cher est un peu en retrait, mais le niveau d'excellence métier est là naturellement. Ensuite, on va avoir Aromazone, puis dans notre quintet de tête, dirais-je, nous allons avoir Decathlon, Grand Frais, puis Veolia, Crédit Agricole, Le Bon Coin. Alors, on a aussi testé des marques qu'on suivait un peu plus, donc comme l'a souligné euh, Antoine, on avait testé Tesla les années précédentes qui avait obtenu plutôt de très bons scores. Et aujourd'hui, ben voilà, Tesla se retrouve dans ce qu'on appelle, nous, une zone presque critique, hein, de niveau d'engagement perçu, avec une communication désastreuse, une valorisation qui n'est absolument pas là. Et ça implique même son excellence métier qui a de la peine à être connu dans ce climat difficile. On a systématiquement un petit peu aussi en bas de classement les marques un peu plus luxe qui ont du mal à faire reconnaître leur engagement dans une population large et grand public. Voilà, portés par leur positionnement de cherté et d'inaccessibilité. Dans une zone plus, dirais-je, plus médiane, on avait mis Doctissimo dans lequel on avait un peu désespoir parce qu'on avait testé Doctolib qui avait obtenu de très très bons scores. Bon, mais Doctissimo n'a pas la même aura et se retrouve voilà, dans un niveau qui est bon mais moyen. Voilà, les fois d'avant, nous avions observé aussi une forte propension à valoriser la grande distribution, hein, puisque l'année précédente, nous avions Leclerc et Carrefour qui étaient plutôt bien placés. Grand Frais se positionne quand même en quatrième position cette année. Donc, on va aussi mener un travail pour essayer justement de voir les évolutions de toutes ces marques, puisque finalement, avec nos 9 ans de recul, nous avons la possibilité aujourd'hui de travailler sur presque 300, 200 ou 300 marques, me semble-t-il. Voilà. Avec aussi des analyses sectorielles qu'on fait chaque année pour des clients en particulier et qui seront ajoutées dans cette analyse où là, on va focuser par exemple sur des marques d'assurance ou des marques de beauté. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder, si on prend dans le top, par exemple, Aromazone, voilà, qui score super fort partout. Bon, la notoriété, c'est normal, c'est une marque jeune, donc il y a encore un Français sur deux qui ne la connaît pas, mais c'est logique puisque très jeune. L'excellence, pour le coup, c'est apparemment sans doute dû à beaucoup de ruptures. Quand on est en hyper croissance, qu'on fait chaque année plus 50%, c'est pas évident. Donc ça vient obérer l'excellence, ce qui fait que s'ils avaient une note meilleure, ils auraient même pu encore tutoyer plus haut dans les sommets. Donc après, voilà, chaque entreprise a ses propres enjeux. Pour certains, l'hypercroissance, pour d'autres, surmonter les images du nucléaire, et ainsi de suite. Donc à chacun de bien identifier les sujets qui peuvent derrière venir, entre guillemets, un peu écorner leur performance globale. Mais en tout cas, sur ce sujet de l'engagement, alors parfois, on est évidemment dans les paradoxes, parce que il y a des marques qui fonctionnent extrêmement bien, comme Shine, qui sont tout en bas du tableau. Voilà, c'est pas parce que en tout cas, ça prouve que le consommateur il est conscient que c'est pas terrible, mais ça lui plaît quand même parce que super accessible, ludique, etc., etc. Donc, il y a évidemment pas que l'engagement qui compte dans l'intention d'achat. Mais par contre, ils prennent toujours le risque, ceux qui sont tout en bas de tableau, d'avoir sur leur métier, si quelqu'un d'autre arrive et fait la même chose qu'eux, mais en étant mieux disant sur l'engagement, pour le coup, toute chose égale par ailleurs, il va prendre un avantage concurrentiel par rapport à eux. Donc, il se crée une zone d'exposition concurrentielle, entre guillemets.
Alors naturellement, l'avantage des indicateurs, c'est de pouvoir être croisé sur le profil sociologique de nos répondants, hein. Donc ça permet de nuancer la position. Voilà, il y a des marques qui sont plus reconnues en termes d'engagement par les hommes, comme EDF, qui va être plus porté par les hommes. EDF qui va effectivement également être plus porté par les 30 ans et plus, par rapport à des marques qui vont être un peu plus portées par les jeunes, comme les Restos du Cœur ou Aromazone, hein, qui va avoir un positionnement plus do it yourself, plus jeune, plus reconnu. C'est aussi, à mon avis, aussi la raison de la notoriété qui est un peu en berne quand on parle population française, France entière. Oui, et puis après, on peut regarder par bassin géographique. Vous prenez l'exemple d'Alan dans l'assurance qui cartonne au global, mais qui cartonne surtout sur des personnes de l'Île-de-France. Donc voilà, elle a un enjeu de conquête territoriale pour aller encore plus haut dans les résultats. En tout cas, voilà, ça permet, marque par marque, d'aller regarder là où il peut y avoir des points de sous-performance, les identifier, ou de surperformance pour capitaliser dessus. Et puis derrière, évidemment, potentiellement, là, on a qu'un petit panel puisqu'on a 5 acteurs par secteur, mais évidemment, d'ouvrir sur d'autres acteurs du secteur pour être plus granulaire et plus précis en dynamique concurrentielle. Alors, quand on pose de gauche à droite le niveau, le score d'engagement. Ah, zut. Hop, excusez-moi. On s'aperçoit qu'on peut classer nos marques. Donc, on va avoir d'un côté des marques qui vont être très héros, hein, qui vont avoir des gros scores, des gros scores d'engagement et de notoriété. Et on va avoir, par exemple, des Restos du Cœur, tout ce qui va être modèle avec. Alors, on a remis cette année un petit peu pour vous montrer que voilà, l'année dernière, dans nos modèles, à côté d'EDF, on avait de l'Aromazone, on avait de Livre Rocher, on avait du Doctolib, en plus de nos Décathlon. Après, on va avoir les prometteurs, c'est-à-dire finalement des marques qui sont en devenir et qui sont en train d'acquérir leur score d'engagement, comme Grand Frais. On avait l'année dernière effectivement Leclerc qui était dans cette zone prometteur avec Blablabus et Bonne Maman. Et puis toute une grosse partie des marques qui sont quand même aujourd'hui dans quelque chose qui est encore un peu suiveur. Dans les brillants autocentrés, donc ils vont avoir une forte reconnaissance, notoriété métier, etc. On va avoir des marques comme le Club Med, Chanel, Ferrari, qui vont obtenir des scores d'engagement et de positif impact qui vont être assez bas, jusqu'aux disqualifiés qui finalement ont du mal à être reconnus sur leur métier d'un point de vue, sur leur métier d'un côté, mais également sur leur score d'engagement. Et là, on va avoir nos deux, Temu et Shein. Peut-être rappeler, parce que ça a sauté sur le slide, l'axe horizontal des abscisses. C'est l'excellence métier. Voilà. Merci beaucoup. Plus on est à droite, plus on est reconnu pour son métier, mais on peut être très bien reconnu sur son métier comme Chanel, mais pour autant pas être reconnu comme très engagé dans le sens contribuer à un monde et à une société meilleure. Sachant qu'effectivement, l'excellence métier a tendance aussi à porter les ventes, hein, comme tu le faisais remarquer. Voilà. Et là, bien sûr, quand on dit, par exemple, Chanel est bas, ça ne veut pas dire que Chanel ne fait rien. Parce qu'au contraire, les marques de luxe, elles sont très fortes sur le Made in France, on a vu tout à l'heure, etc., qui était pourtant un critère fort. Mais comme ce n'est pas l'histoire qui raconte fortement, ça n'imprime pas. Parce que c'est vraiment dit mezzo voce. Ils ont un discours qui est beaucoup plus sur le rêve, en général. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas, mais ça veut dire qu'en tout cas, ce n'est pas ressenti. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi de voir cette année, c'est le dépositionnement un peu de marques comme par exemple Chanel, comme par exemple le CIC ou le Crédit Agricole, qui se retrouvent dans des zones de suiveurs par rapport à l'année passée des crédits mutuels et qui étaient plutôt très très bien positionnés. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire par rapport à ça, est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour ces marques? Pierre. Oui, alors, deux insights à partager avec vous. Première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui fait que les marques sont différentes les unes des autres? Donc en fait, on a cinq piliers qui vous ont été présentés par Claude Emmanuel. Si on cherchait à identifier parmi ces 5 piliers lesquels dispersent le plus les marques, quels seraient-ils? Ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux variables qui ressortent. Donc c'est d'une part la qualité de la communication et d'autre part le taux de notoriété.
Et que finalement, si on voulait simplifier l'analyse et retenir que 2 piliers, on pourrait retenir ces 2 piliers et expliquer à peu près 80% des écarts entre les marques. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est un insight qui est intéressant en soi. C'est également un insight qui est intéressant quand on cherche à faire une segmentation, puisqu'on va pouvoir retenir ces 2 axes-là pour construire une segmentation des marques et définir des paquets de marques homogènes sans avoir perdu d'informations comme conséquence finalement de cette simplification. On vous présentera la segmentation après. Mais donc à retenir, qualité de la communication et taux de notoriété sont les deux facteurs qui dispersent le plus les marques. Deuxième élément, cette fois-ci vraiment concernant la propension à payer plus, finalement qui est une résultante, puisque c'est une conséquence. C'est est-ce qu'un consommateur est prêt à payer plus cher? La question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'il explique cette propension à payer plus cher? La réponse vous a déjà été un petit peu donnée depuis le début de la présentation, c'est la qualité perçue de la communication. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ça explique 60% des écarts de propension à payer. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément qui est très significatif dans le fait que les gens aient ou pas envie de payer plus cher. Donc là, on observe que ça permet d'expliquer 60% du sujet, et donc en creux, ce qu'on observe aussi, c'est que le taux de notoriété, le taux de pénétration, l'excellence métier, ou même les effectifs, finalement, n'ont pas de valeur explicative dans cette propension à payer plus cher. Donc, comme ça a été dit précédemment, l'excellence métier, toute la qualité du travail qui est fait doit, entre guillemets, être mise en valeur par la communication pour se transformer en propension à payer plus cher. Donc là, on va avoir naturellement une diagonale de valorisation. Donc on a 4 groupes de marques. Celles qui vont être en retrait, qui vont avoir une proportion à payer qui va être assez faible, et celles jusqu'aux équilibrés qui vont avoir une proportion à payer qui va être environ d'un tiers. Les entreprises de niche qui vont avoir une communication qui va être un peu moins forte, mais quand même une proportion à payer d'un tiers. Et les sociétés porteuses, où on va avoir près de 50%, presque une majorité des personnes qui sont prêtes à payer plus cher pour la marque. Alors ensuite, quand on les met en termes de, quand on les met sur le graphique, on va avoir nos 4 groupes de marques avec nos sociétés porteuses dans lesquelles on va avoir près de 45% des gens qui vont être plus davantage prêts à les payer. EDF, Decathlon, nos Restos du Cœur, voilà, qui vont être dans les sociétés porteuses. Et au contrario, nos sociétés en retrait, qui vont être avec nettement moins de personnes prêtes à les payer, dans lequel on va retrouver nos entreprises de luxe, aux côtés, cette fois-ci, d'entreprises comme Shein et Temu, qu'elles ne doivent pas avoir trop l'habitude, mais également des sociétés comme Tesla, Uber Eats ou même Dassault. Après, dans les sociétés de niche qui vont avoir une notoriété un peu plus faible, mais une proportion à payer qui est quand même de 36%. Voilà, on a plutôt un déficit de notoriété qu'une proportion à payer qui n'existe, enfin, qui n'est pas présente quand elles sont là. Et après, on a tout notre groupe de sociétés, voilà, qui sont équilibrées, dirais-je, à l'équilibre. Et donc, juste pour faire le lien avec les deux messages précédents, on voit bien ici que cette segmentation basée sur la qualité de la communication et la notoriété permet de retrouver, en moyenne sur chacun des clusters, une propension à payer différente, puisque vous avez donc, comme l'a évoqué Claude Emmanuel, des propensions à payer qui sont très différentes d'un cluster à l'autre, conséquence notamment de la différence de qualité de communication perçue. Alors après, on a segmenté notre population comme l'année dernière en fonction des personnes qui étaient les plus prêts à payer. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on retrouve bien nos cinq familles dans lesquelles on va avoir. Alors la logique, c'est que les parcimonieux, ils sont à rien prêts à payer en plus. Aucune des dimensions, ni environnementale, ni sociétale, ni made in France, aux généreux qui vont être quasiment prêts à payer la totalité, tout. C'est-à-dire à la fois les dimensions environnementales, sociales. Alors ensuite, on va avoir les sociétés qui sont davantage prêts à payer
l'inclusion, le handicap, et on s'aperçoit que c'est une catégorie qui est plutôt en hausse, hein, on l'a vu hein, tout au long du baromètre. Autant on va avoir une désaffection pour l'environnemental, et on voit que notre famille des environnementaux qui vont être prêtes à payer davantage cette dimension écologique, les produits respectueux, les justes rétributions. C'est une famille qui est plutôt en baisse par rapport à 2024 de 7 points. Et ben c'est au profit de cette famille qui est des sociétaux qui sont prêts à davantage payer également la partie inclusive. Les nationaux, on l'a vu, hein, sont 18%, donc eux, ils sont beaucoup plus centrés sur le prêt à payer davantage les produits Made in France, et ben, ils sont stables par rapport à 2024, avec naturellement un profil un peu tendanciellement différent suivant nos familles. On va retrouver dans les parcimonieux les classes populaires, hein, les 30 à 49 ans, et les autres inactifs, qui effectivement, c'est peut-être pas un manque d'engagement par rapport à la société, c'est peut-être aussi un problème de budget, hein, c'est peut-être tout bêtement un problème budgétaire. Les nationaux, on va trouver significativement un peu plus de femmes, et les sociétaux davantage de CSP+. Les plus généreux, finalement, ce sont nos retraités, nos 65 ans et plus, qui, on l'a vu, sont prêts à apporter la société de demain. Et les environnementaux, on va être plus centré sur les jeunes et les étudiants. Alors évidemment, ce qui est intéressant pour une entreprise, c'est que si elle se dit, par exemple, moi, je veux plutôt cibler les hommes CSP+, elle a plutôt intérêt à prendre, si elle veut s'engager, des causes sociétales, parce que là, il y aura plus, elle va surperformer en résonance auprès de ce public, et ainsi de suite. Donc ça aide aussi à se dire quelle cause va trouver le mieux son public par rapport à qui je cible. Ou au contraire, si je pars de l'offre, quelle offre va être plutôt destinée à quel type de clientèle. Alors, on va parler aussi un peu de ce que font les entreprises, quelles sont les attentes envers l'entreprise, mais plutôt côté marque employeur sur les nouveaux usages de travail, etc. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui aujourd'hui trouve le plus de crédit et d'attente. Alors, comme depuis 2022, nous testons les différentes formes d'attractivité, des différentes formes d'entreprise. On s'aperçoit que l'entreprise coopérative reste la forme la plus plébiscitée, celle qui est davantage privilégiée par les répondants, avec un léger tassement, qui est un peu général hein, dans toute la vague du baromètre en 2025, elle était à 52% en 2022. Aujourd'hui, on est à 47%, donc on est à une petite majorité, hein, un peu moins d'une majorité. Les associations qui sont testées depuis 2023 sont également en baisse, au profit de passer d'environ un tiers à environ un quart des personnes qui les privilégient. Les entreprises mutualistes aussi qui ont connu un fort engouement sont également en baisse de 24 à 18%. Et les entreprises à mission gardent une certaine stabilité. Mais je pense qu'on peut réellement interpréter, je pense il faut se demander, est-ce que c'est vraiment une perte de confiance pour l'associatif ou mutualisme? Je pense que c'est plutôt quelque chose qui va être de l'ère du climat. Hein. On est dans un baromètre avec un climat qui est un petit peu plus, où les personnes ont envie de se réfugier. Finalement, la forme d'entreprise est moins attachante. Voilà. Mais cela dit, il y a peut-être aussi un peu une perte. Voilà. Et après, à contrario, on peut se dire aussi, dans le climat actuel, la perte avec des fois des surcommunications, peut-être un petit peu sur certaines formes d'entreprises qui ne permettent pas de les porter suffisamment. Alors, l'entreprise coopérative significativement plus portée par les retraités ainsi que les mutualistes, alors que les entreprises à mission vont être davantage portées par les CSP+, et les étudiants. C'est important de voir que finalement, il y a cette forme qui est un petit peu nouvelle, qui est moins connue, trouve une vraie audience sur cette population, puisqu'elle est à 21%, donc elle se classe sur les étudiants devant les entreprises mutualistes. Ce qui est un bon score pour un statut qui n'a que 5 ans. Hein, Tout à fait. Alors évidemment, derrière tout ça, ça pose la question des types d'entreprises. En ce moment, on voit par exemple l'exemple de Duralex. Voilà, on a tous connu les verres à la cantine. Pourquoi à la cantine? Parce que le verre est 6 fois plus solide par sa technique de production qu'un verre classique, donc il casse moins, c'est mieux dans les cantines. Et donc voilà, l'entreprise, elle n'est pas très bien économiquement, c'est repris par
ses employés. On verra ce que ça donne au travers du scope. Mais par contre, voilà, c'est un peu dans, voilà, d'habitude, le tribunal de commerce ces dernières années donnait pas trop une chance au projet de scope qui était donné. Bah, là, on voit les portes se rouvrir. Donc, est-ce que si ça marche, c'est sans doute l'amorce de nouveaux projets plus locaux, plus sociétaux, si, si derrière la preuve est faite de leur efficacité. Alors, en termes de priorité de la relation entreprise-collaborateur, la transparence sur les règles de rémunération reste majoritaire, hein, pour 51%, puis la consultation. La semaine de 4 jours qui va être davantage portée par les moins de 30 ans, hein, donc ouais, elle est environ quand même plébiscitée par 30%, et elle monte à 39% auprès de nos jeunes. Il y a aussi le fait de donner des preuves, des réalisations authentiques et des objectifs. Et de nouveau, ce besoin de confiance et de crédibilité de la communication est davantage porté par les jeunes, hein, puisqu'il ne s'agit pas que de parler, il faut aussi en apporter la preuve. Tout comme ensuite, on va avoir voilà, la raison d'être et le définissement d'engagement pour garantir la réalisation. Voilà. Avec quand même au global, un peu moins de surenchère sur ce que l'entreprise doit apporter dans ses changements, dans ses évolutions. Donc oui, il y a des vrais sujets qui doivent bouger, mais voilà, il y a une petite érosion là-dessus plutôt qu'une accélération de la demande. Après, voilà, c'est de se dire comment les entreprises, elles peuvent montrer aussi qu'elles ont des manières de faire qui sont différentes. Nous avons été sensibles au cas de Johnny Walker. Ils ont développé une bouteille qui est 80% plus légère que la bouteille classique. Donc c'est formidable parce que ça veut dire moins de matières premières, tout en étant aussi solide. C'est très bien pour l'environnement. Et surtout, ce qui est très beau, c'est que derrière, bah, les brevets, ils les ont ouverts à tous les acteurs de l'industrie. Donc, ils n'en ont pas fait de copyright. Donc ça, c'est évidemment, ça envoie des signes aussi de dire quand quelque chose est bien, au lieu de se le garder pour soi avec un impact plus limité, bon, on propose à toute l'industrie d'en profiter. Donc ça montre que voilà, il y a une forme de générosité pour la cause, qui est évidemment encore un atout d'image. Alors on va parler aussi un peu ça c'est nouveau dans le baromètre, sa première année. Comme on a vu tout ce qui se passait outre-Atlantique, on s'est posé la question, mais ouais, avec est-ce que Trump a raison? Est-ce que le modèle américain est celui qui va nous emporter? Ou est-ce que les consommateurs veulent autre chose qu'une entreprise ultra-libérale façon Trumpiste? Réponse en chiffres. Alors, on a un contexte qui porte de manière tout à fait indéniable la préférence européenne, avec plus de Made in France envisagé par près de la moitié, et une forte désaffection naturellement pour les achats Chine-USA. Donc, dans le contexte économique actuel, 75% ont l'intention de davantage privilégier les entreprises européennes. C'est très, très net. Et après, quand on pose sur chacune voilà, les origines de production, est-ce qu'ils pensent davantage les acheter au cours des 12 derniers mois? Eh ben, les Français ont envie de jouer le jeu en achetant à près d'une moitié davantage de produits français, hein, mais produits en France, avec un net décrochage quand même, hein, par rapport à l'origine européenne, puisqu'ils ne sont que 24% à vouloir davantage d'Européens. Donc, ils sont vraiment dans une logique voilà, de se dire, on va se centrer pour soutenir la production française sur le territoire, avec naturellement un rejet déclaré, hein, il faut le dire, déclaré, des produits chinois fabriqués en Chine ou aux États-Unis. Et ce qui est terrible pour les États-Unis, c'est ils en arrivent à être aussi rejetés que la Chine, alors que historiquement, il y avait un peu plus de rêve américain, on va dire. Exactement. Bon, après, c'est du déclaratif, hein, Voilà. qui montre l'adhésion. Donc, voilà. Mais bon, après, on le voit, hein, si vous regardez les chiffres de l'Office du tourisme américain, voilà, c'est moins de 50% de visiteurs depuis l'arrivée de Trump. Donc voilà, ça vient les toucher quand même sous certains aspects. Avec deux priorités demandées aux entreprises et aux marques européennes de manière assez nette, une davantage de présence sur nos territoires, donc ce que je vous disais, la production, la transformation, mais également le plus de respect de l'environnement, hein, décarbonation, biodiversité, et on peut le relier avec justement le bon score qu'obtient une marque comme EDF quand elle commence à être reconnue sur ces dimensions-là. Devant la protection des données personnelles, la notion de la politique de filière, la gouvernance ou la protection des minorités.
Voilà, on a vraiment deux priorités à porter, la présence sur les territoires et le respect de l'environnement, ce qui est plutôt une bonne chose quand on a vu que nous, notre dimension environnementale, elle était un petit peu en retrait. On voit que quand même, on en a près d'une majorité pour lequel c'est une priorité demandée aux entreprises. Ok, bon, j'accélère un peu parce qu'on n'a plus que 10 minutes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entreprises, elles sont un peu à la croisée des chemins. Vous prenez l'exemple de SAP. Alors, voilà, ils ont dit, OK, bon, bah, aux États-Unis, comme il y a Trump, qui a des gros contrats, puisque les États-Unis, c'est 30% de leur chiffre d'affaires et 15% des effectifs, bah, ils avaient pris des engagements, par exemple, sur la parité homme-femme pour viser à avoir 40% de femmes dans les postes de management. Bon, bah, OK, depuis que Trump est arrivé, OK, on oublie cet objectif, fini les 40% de femmes, etc. Mais on le maintient ailleurs en Europe. Donc, on arrive sur des communications qui sont un peu schizophréniques. On le fait sur une zone, mais on ne le fait pas sur une autre, etc. Donc, ça va être intéressant de voir dans les mois qui arrivent en termes de recrutement, de talent, etc., ce que ça donne. Aujourd'hui, SAP, c'est une très belle entreprise, hein, c'est la première capitalisation européenne. Mais voilà, on sent que c'est l'évolution géopolitique les force à faire des numéros de grand écart qui sont pas simples à gérer et qui pourraient demain avoir de l'impact. Bon, je pense qu'on peut passer vite parce que là, on l'a bien vu, hein, on l'a vu dans les résultats de notre baromètre de marque. L'énergie et l'industrie sont valorisés parmi les secteurs les responsables par 32%. Voilà. Donc, une vraie reconnaissance des efforts de décarbonation et d'énergie renouvelable devant grande consommation, banque, assurance, beauté, santé et finalement, nettement moins valorisé tout ce qui est médias, réseaux sociaux, e-commerce et retail de manière voilà, un petit peu étonnante. Par contre, ce qui est étonnant, ce qui est intéressant, c'est qu'imaginons une marque d'e-commerce ou de retail, on voit que les Français ont une mauvaise image au global de ces enseignes sur ce créneau en particulier. Bah, si elle arrive à être super forte là-dessus, bah, elle se détachera d'autant plus que le niveau de l'eau est bas sur ce Elle va secteur être par très rapport à d'autres. différenciante. Voilà, exactement. Bon, alors après, on va peut-être passer un petit peu rapidement parce que je pense que tu as déjà très bien développé. Donc, la meilleure distribution, voilà, ce que les répondants attendent et les Français attendent, c'est la meilleure rétribution, la contribution sociale, la considération des salariés, le respect des consommateurs. Ensuite, le soutien au Made in France, les filières de production responsables et solidaires et une responsabilité environnementale qui apparaît de plus en mineur, mais qui, on voit, est quand même encore très présente dans les ententes pour les marques européennes avec la production française. Donc, on voit qu'on a bien deux piliers, hein, c'est-à-dire la valeur, dirais-je, industrielle, la valeur emploi et la valeur environnementale qui se dessine. Et le Cali confirme le compte. Exactement, généralement, c'est le cas. C'est rassurant. OK, et puis pour terminer, voilà, si on avait sept recommandations pour un futur souhaitable, voilà comment illustre ChatGPT le futur souhaitable. Bon, c'est une vision un peu image d'Épinal, mais pourquoi pas. Donc le premier, d'abord être très clair sur là où on a envie d'aller. Donc on ne va pas vous faire un cours de stratégie, mais voilà, c'est c'est quoi notre combat? Pourquoi what we stand for? Donc évidemment, ça aide à fixer le cap et à avancer. Voilà, ça a été particulièrement développé sur la raison d'être, société à mission, etc. Mais j'y reviens pas. C'est être conscient que la société évolue. Donc ça, c'est un enseignement à Sciences Po qui montrait ça. C'est plutôt pas mal fait dans le temps. Il y a un déplacement sur des marques qui avant étaient plutôt sur des bénéfices rationnels, puis après émotionnels, puis après plutôt lifestyle pour en devenir de plus en plus sociétaux. Donc voilà, le niveau de l'eau monte. Et donc derrière, comment on se positionne par rapport à ça. Intéressant aussi le dernier ouvrage qui est sorti par Pascal Demurger, là, le patron de la Maïf, avec Olivier Sibony et Anne-Sophie Moreau, qui montre qu'en fait, l'entreprise, quand elle essaie de courir trop le lièvre, elle arrive pas. Il dit, voilà, ce qu'il appelle le trilemme. Si on veut faire à la fois avoir des résultats financiers, avoir des missions non financières et avoir une ambition de croissance, les trois ensemble, ça marche pas. On peut en faire deux, mais pas trois. Donc derrière, avoir le courage de se dire, parmi ces trois-là, c'est quoi les deux que je choisis? Comment on passe du trilemme au dilemme pour avoir plus de chances d'être capable de tenir et de ne pas être dans le brainwashing. Sinon, derrière HEC, il y a une chaire Purposeful Leadership qui fait beaucoup de travaux sur est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, qu'est-ce que ça change, etc. Je prends juste un exemple, par exemple, sur l'idée reçue 3, c'est de dire quand on est dans une entreprise qui a une forte vocation, on voudrait que derrière cette vocation, elle touche encore plus de monde, plus de gens dans le monde. En fait, non, quand on interroge les salariés, ils ont peur que si ça adresse trop large, demain, ce soit leur propre privilège à eux qui soit attaqué. Donc voilà, même si on est une entreprise très généreuse, on n'a pas forcément envie que la générosité s'élargisse trop. Bon, et ainsi de suite, c'est assez intéressant de regarder leurs travaux.
Pareil, il y a des ouvrages qui sortent et qui disent, voilà, sur qu'est-ce qui marche, si on veut, alors là, c'est plus dans le commerce, mais évidemment, il faut que la cause, elle soit soutenue, pas seulement par la direction, ça c'est évidemment, que ce soit cohérent. On en parlait, Karine en parlait tout à l'heure, comment, voilà, en interne, on est convaincu, comme en externe, que on agit dans la bonne direction, que derrière, on ne froisse pas ses clients fidèles. Par moment, on a des risques de vouloir aller très loin dans des campagnes de com, etc., mais qui peuvent être trop polarisantes. Voilà, Gillette avait été très, très challengé sur sa campagne sur la perfection masculine, nouvelle version, et puis derrière, comment on s'engage collectivement avec nos entreprises pour essayer de créer un bloc, de ne pas avoir une seule entreprise avec une mission, mais d'avoir plusieurs entreprises autour d'une super mission. Évidemment, ça porte plus fort. Évidemment, l'avant-dernier point, qui est essentiel, c'est l'accessibilité. C'est de se dire, si c'est pas cher, il y a évidemment beaucoup plus de chances que ça fasse évoluer les comportements et que ça soutienne un monde meilleur. On prend l'exemple de la consommation de viande et du flexitarisme. Si on regarde même parmi les plus éco-engagés, donc là c'est l'étude Kantar, on voit que dans le vert foncé, l'an dernier, par rapport à l'année d'avant, ce qui vraiment fait basculer même les plus convaincus, c'est le fait que ça coûte trop cher, donc j'arrête de consommer de la viande parce que derrière, c'est plus possible financièrement avec un prix du bœuf qui a augmenté de 30% depuis le début de l'année. Donc voilà, même pour des gens très convaincus, plus on est accessible, mieux ça marche. D'ailleurs, le cas Aromazone, une des raisons de son succès, c'est évidemment l'accessibilité, c'est de surfer à la fois avec un imaginaire et une réalité do it yourself, produit sain, naturel, etc., mais à un prix super accessible. Donc là, ça fonctionne. La manière de le raconter aussi, il y a un narratif qui, derrière, plus on va être capable de raconter cette histoire avec la proximité, de l'intensité, etc., de la rendre plus matérielle, identitaire, plus derrière, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'on en parle plus en détail, mais il y a des manières de raconter qui impriment mieux. Enfin, en conclusion, c'est de se dire, voilà, quand on prend bien les choses, on peut performer. Si vous prenez le marché du dating, et c'est notre dernier exemple, voilà, les Tinder, etc., ils sont tous entrés. Voilà, il y a une grande fatigue de la rencontre par le dating. Pour autant, sur certains marchés, vous prenez sur ce marché particulier, vous prenez le patron de Binge, il a dit OK. Nous, en fait, on se rend compte qu'à force de vouloir faire que tout le monde se rencontre tout le temps, les coups d'un soir, ça tue la qualité et la vérité de la rencontre. Donc, on va faire un modèle qui est fait pour tout miser pour que ce soit une rencontre qui marche et que derrière, leur slogan, c'est l'application qu'on efface. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la rencontre, on n'a plus besoin d'y retourner. On arrête de quitter ce syndrome de vouloir toujours en trouver une autre personne encore mieux, encore mieux, encore mieux. Et donc, en cassant les règles du marché, au final, sur un marché qui est en fort retrait, lui, c'est plus 40% et une forte croissance. Donc, à un moment, voilà, remettre du sens permet par moment de créer de très beaux avantages concurrentiels. Voilà, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. On reste évidemment disponible avec toute l'équipe. Si vous avez besoin d'approfondir le partage, vous voulez le partager avec vos équipes, on peut venir évidemment en interne. Si vous voulez approfondir par secteur, on peut faire des compléments sectoriels. On l'a fait sur certains pour aller au-delà des 5 entreprises qu'on a arbitrairement choisies pour pouvoir mieux vous comparer. Et puis derrière, évidemment, être capable de mieux analyser là où ça performe, sous-performe, où sont les opportunités, quelles sont les causes ombrelles qui marquent le plus, les combats des combats qui impriment le plus pour demain. Pour ceux qui croient que l'engagement peut aider à créer un avantage compétitif, on l'a vu, c'est possible, surtout quand il est bien communiqué. Derrière, bien le choisir et bien le véhiculer. Ça, c'est tout l'enjeu. Et je pense que l'étude et l'équipe peuvent apporter un regard précieux pour viser juste. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. On vous fera passer les bonnes feuilles et il y aura évidemment un lien pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ce matin. Merci à vous tous et à bientôt pour la prochaine édition ou pour des Zooms en particulier sur celle-ci. Au revoir.